Diable. On peut peut-être, non. Et il me fait peur. Et donc, d'abord, merci à vous de nous avoir conviés de la ville de Clermont-Ferrand comme étant ici une possible, non pas illustration, mais une démarche qui rejoint évidemment celle qui vient d'être exprimée, et d'abord parce que nous nous sommes aussi beaucoup nourris des écrits du rapport. Donc, d'abord, c'est pas étonnant, je dirais, que l'UNESCO ait choisi de soutenir votre initiative, parce que ce qui vient d'être dit est tout à fait en phase avec ce que nous essayons de défendre. Et pensez bien que au sein des villes du réseau UNESCO, des villes apprenantes, il y a toujours cette question que l'UNESCO, elle est d'abord constituée d'États. Et que, en créant le réseau des villes internationales des villes apprenantes, l'UNESCO se dit que peu à peu, les villes vont jouer, les villes et les métropoles, les territoires, vont jouer un rôle de plus en plus important dans le monde, pas seulement d'ailleurs sur un plan économique, mais aussi pour peut-être tenter de résoudre la crise démocratique, les crises démocratiques que nous voyons un peu partout dans toutes les sociétés, notamment dans la nôtre. Parce que la crise démocratique, au fond, c'est lorsque des citoyens ne parviennent plus à avoir la moindre possibilité d'intervenir dans les affaires de la cité, d'être réellement co-constructeurs de la ville dans laquelle ils sont appelés à vivre, dans lesquels ils se sentent éloignés justement du savoir, parce que vous avez les sachants qui viennent, les élus notamment, qui avaient cette longue habitude, même si à chaque fois ils en font l'autocritique, de venir et d'expliquer, mais nous savons, nous allons concerter, nous allons vous donner de l'information, mais faut-il encore que nous acceptions d'en recevoir? Parce que l'un des grands, je dirais des grands mécanismes des villes apprenantes, c'est de se dire que tous les citoyens sont à la fois émetteurs et récepteurs de savoir. Si nous voulons, notamment pour combattre tous les obscurantismes, toutes les folies, vous avez parlé de collapsologie, si nous voulons combattre à la fois tous les totalitarismes, tous les fanatismes aussi, eh bien, précisément, nous devons accepter que chacun possède un savoir qu'il est en droit de nous transmettre. Et que même en préservant la hiérarchie des savoirs, nous devons, bien sûr, ne mépriser personne et lui permettre justement de s'intégrer pleinement à la vie de la cité. Au fond, être une ville apprenante, c'est d'abord faire de tous les citoyens des émetteurs, mais aussi des récepteurs de savoir. Et tout au long de la vie, bien sûr, de citoyens. Ça, c'est vraiment le premier point sur lequel nous avons voulu nous insister à Clermont-Ferrand. Alors ça, des exemples très concrets. Le premier exemple, c'est lorsque nous décidons de créer pour les plus petits, à partir de 0-6 ans, un lieu, que nous ne savions d'ailleurs pas appeler, un centre d'initiation à l'art pour les plus petits de 0 à 6 ans. Vous voyez, on n'arrive même pas à trouver le nom. Aujourd'hui, il a un nom, 1000 formes, et cela dit beaucoup de ce que cela est, avec le centre Pompidou, que nous ne savions pas faire. Mais lorsque nous avons compris que les enfants pouvaient être prescripteurs pour leurs parents, notamment dans les quartiers les plus populaires, ou en direction de ceux qui étaient le plus éloignés de leurs contemporains, de la création, de la créativité. Lorsque nous avons compris que ces enfants pouvaient être prescripteurs pour leurs parents, eh bien nous avons travaillé pendant 2 ans et demi avec 5000 enfants, 5000, 8000 parents-enfants pendant 2 ans et demi pour construire ensemble ce qui est le centre d'initiation à l'art 1000 formes. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui si au cœur même de la ville, nous sommes arrivés à ce que l'ensemble de ceux qui fréquentent ce lieu, ils sont plusieurs milliers par semaine, à tel point d'ailleurs que les murs sont un peu trop petits, ce n'est pas étonnant que si l'on regarde l'origine spatiale
de ceux qui le fréquentent, eh bien cela correspond à quelque chose près exactement à la répartition géographique de notre ville, des quartiers populaires et des quartiers qui le sont moins. Bon, c'est un premier pas. Il va falloir évidemment poursuivre, y compris en termes d'urbanisme. Lorsque nous décidons de créer un nouveau quartier, qui était d'ailleurs, je le dis, dans un espace historique de relégation. Au Moyen-Âge, c'était le lieu de la léproserie. Puis sont venus là les cités d'urgence, après la guerre. C'était aussi le lieu des abattoirs. Vous voyez, ces lieux de relégation que l'on retrouve au cours des siècles, à peu près au même endroit de la ville ou au même endroit des marches de la ville. Eh bien, lorsque nous allons maintenant créer un nouveau quartier sur 20 ans, 30 ans, ce très grand nombre d'hectares, eh bien, nous allons le faire, non pas seulement d'ailleurs avec ceux qui aujourd'hui habitent la ville, mais avec cette idée que nous allons aussi le faire avec ceux qui désireraient habiter la ville, avec ceux qui pourraient demain venir précisément habiter ce quartier, dont, et c'est un symbole, le premier équipement, à côté d'ailleurs de l'industrie aussi, parce qu'il y a encore des entreprises sur ce lieu, heureusement, eh bien, ce sera un lycée professionnel. Voilà. Premier équipement avec la région que nous créons dans ce lieu. Nous allons travailler sur le long terme avec ceux qui habitent la ville, pour qu'ils redécouvrent aussi cet espace qui leur appartient et qu'ils méconnaissent, mais aussi avec ceux qui auraient envie de vivre à Clermont-Ferrand. Alors, évidemment, tout cela prend du temps. Évidemment, tout cela demande énormément d'humilité de la part à la fois des élus, des techniciens. Mais être une ville apprenante, c'est aussi accepter de remettre en cause partout l'ensemble de nos fonctionnements. Et ce que je dois dire, c'est que ce que nous avons vécu à Clermont-Ferrand, ce n'est pas seulement des réalisations dont nous pouvons être fiers. Ce n'est pas seulement un processus dont nous pourrions être fiers. C'est surtout d'avoir transformé notre propre administration, d'avoir transformé le regard de ceux qui, précisément, demain, eh bien, seront au contact des citoyens, ou plus exactement, seront comme les citoyens, avec les citoyens. Alors, ça, c'est je dirais, un point important, parce que il y a aussi d'autres villes, et c'est important d'être dans un réseau international. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est important justement de communiquer avec toutes ces communautés, avec tous ceux qui précisément sont en quête de la même révolution démocratique, de la même révolution des savoirs. Et lorsque nous regardons, moi je voudrais parler par exemple de Medellín, qui est une ville absolument remarquable, une ville qui avait on le connaît évidemment, une des grandes capitales de la drogue, avec des taux de criminalité très très importants pendant de nombreuses années. Bien sûr, il y a les derniers événements qui sont aussi des événements d'incertitude politique dans ce pays, mais néanmoins, voilà cette ville qui est très éloignée de tout, parce que quand vous êtes à 300 ou à 400 km de Bogota, eh bien, vous êtes à 24 heures de route. Voilà. Donc, vous voyez que la distance, et qu'il faut reconstruire la ville et la construire en offrant à l'ensemble de ses citoyens à la fois la possibilité d'avoir tous les équipements d'une grande ville, de l'université, de l'école, du théâtre, et en même temps l'ensemble des services sociaux et l'employabilité également pour tous et pour toutes. Une ville qui était confrontée à un problème d'une criminalité, Pablo Escobar en était d'ailleurs l'un des symboles, l'une des plus fortes du monde, dans les quartiers les plus populaires, eh bien, parce que précisément, derrière le mot d'apprenant, il y a le mot de confiance de la société, de la confiance vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Ont été créés un grand nombre de dispositifs culturels, aussi de réappropriation de l'habitat, de la réappropriation des sols, de l'histoire aussi de cette ville et de ceux qui l'ont construit, d'une capacité à l'empowerment qui est en fond de rendre capables les gens de pouvoir transformer par eux-mêmes leur propre environnement. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes
je dirais, là où il y avait la plus grande criminalité, nous sommes sur des territoires qui font partie des lieux de tourisme les plus visités. Pourquoi ? Parce que ce que nous visitons, eh bien, ce sont des communes qui sont vraiment des centres culturels extrêmement importants pour le street art, pour le hip-hop, mais aussi pour le développement économique. Et voilà ce que nous visitons aujourd'hui en tant que touristes. Voilà. Donc, la société de la confiance est au cœur même de la ville apprenante. Si nous ne faisons pas confiance aux citoyens, eh bien, nous ne serons pas capables non plus de pouvoir lui permettre d'être émetteur de savoir et d'en être également récepteur. Et puis enfin, au fond, peut-être que ce qui fait que d'autres villes nous ont rejoints ensuite, je pense Montpellier, Évry, Mantes-la-Jolie, puis d'autres, je pense Bordeaux, peut-être Lyon, d'autres qui ont envie de nous rejoindre à travers ce réseau mondial, c'est peut-être parce que nous avons conscience que nous sommes un tout petit bout de cette fraternité universelle, qu'il y a une seule et même humanité, qui aujourd'hui, face aux défis dont vous en avez esquissé quelques-uns tout à l'heure, eh bien, à la nécessité, à l'urgence de se retrouver, à l'urgence de communiquer, à l'urgence de trouver ensemble des solutions, et que ces solutions n'appartiennent pas uniquement aux sachants, mais qu'elles peuvent vraiment émaner par la créativité enfin autorisée à tous et à toutes, des plus petits, des plus humbles, comme nous avions autrefois l'habitude de le dire. Voilà, donc merci à vous de nous avoir invités pour témoigner de cela. Rendez-nous visite, c'est un processus qui est très long. Cela demande presque une révolution au sein même de nos métiers, de notre regard sur l'autre, sur les plus jeunes aussi, puisque nous sommes en train effectivement de connaître à Clermont-Ferrand une démographie enthousiasmante, évidemment par le nombre de jeunes qui nous rejoignent et qui ont envie de vivre sur ce territoire. Et juste un petit point, si vous me permettez, juste de vous dire la genèse de tout ça. La genèse de tout ça, puisqu'il n'y avait aucune ville française dans ce réseau auparavant. C'est juste une rencontre entre Danielle Janicot de l'UNESCO, Marie-Danielle Campion, voilà, qui a été une très grande directrice pour la région Auvergne, ma pomme, et puis quelques autres. Nous nous trouvons autour d'une table, on discute, et puis tout d'un coup, un jour, on dit, mais Danielle Janicot nous dit, mais après tout, vous connaissez le réseau des villes apprenantes? Non, on ne connaît pas, on ne savait pas. Et l'histoire est née comme ça. Et lorsqu'on nous a demandé, oui, mais il faut que vous trouviez un thème. Eh bien, le thème de travail, le premier thème par lequel nous avons réussi à mettre autour de la table à la fois des entreprises, des fédérations professionnelles, l'université, le rectorat, des associations nombreuses et variées, eh bien, si je vous disais que c'était la viande, vous diriez, mais... Voilà. Et si bien que le sujet était même jugé comme étant abracadabrantesque par certains. Mais juste ce petit mot. Au fond, c'était le diagnostic de notre territoire. Quand on pense Clermont-Ferrand, on pense Michelin. Mais on devrait aussi penser capitale, l'une des grandes capitales mondiales de l'élevage. Sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, c'est très important. Que notre richesse à nous, elle n'est pas seulement celle de la ville, mais qu'elle est aussi celle de l'ensemble de notre territoire, où l'élevage et l'agriculture jouent un rôle très important. La plaine de la Limagne, c'est pour cela que l'Imagrin, d'ailleurs, nous avait tout de suite rejoints dans le comité scientifique. Et puis, si l'on y pense bien, tout le monde sait quelque chose sur la viande. Il n'y a pas de valeur autour de la viande. Il n'y a pas, quand vous dites la valeur, c'est pas, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Non, tout le monde sait quelque chose. Et puis, la viande, ça, oui, je vous disais de notre part d'histoire, hein, puisque notre part d'histoire, c'est que, y compris les ouvriers Michelin, dont je disais il y a un instant que nous n'étions pas qu'une ville Michelin, c'était quoi? Des ouvriers paysans. Ceux qui ont rejoint d'abord cette ville et qui l'ont construite, c'était d'abord des ouvriers qui, en même temps, étaient des paysans et des fils d'éleveurs.
Donc cela correspondait vraiment à l'histoire de notre ville. Et puis enfin, bien sûr, vous comprenez que derrière tout ça, il y a la question de l'alimentation, la question de la nourriture des villes. Les maires ne se préoccupaient plus depuis longtemps de comment nourrir la ville. C'était, depuis les années 70, un sujet que l'on n'abordait plus. Et vous savez bien, je ne vais pas y revenir, développer, mais que ce sujet se pose à nouveau. Et puis, tout d'un coup, c'était le dialogue entre notre territoire apprenant, mais aussi les agriculteurs, les éleveurs, et puis la ville. C'est-à-dire comment transformer les modes de production, non plus sur la question de l'injonction, car dans la ville apprenante, finalement, ou dans les learning process, ou le learning planet, ou learning cities, la question de l'injonction disparaît assez rapidement. Ce qui était intéressant, c'est que ceux de la ville et les producteurs, eh bien, ils pouvaient discuter ensemble sur les désirs des uns que les autres auraient à cœur de satisfaire. Et c'est en comprenant et en discutant avec les gens de la ville qui, eux, consomment la viande produite par les gens de la campagne, que tout d'un coup, on n'est plus sur de la conflictualité. On est sur comment, précisément, la production va pouvoir s'adapter aux désirs du consommateur. Vous voyez que derrière ce sujet, la viande, alors ça nous a permis beaucoup de choses, après je vais arrêter, mais ça nous a permis par exemple de transformer dans les cantines scolaires aussi bien des modes de comment nous nous approvisionnons, mais cela nous a permis aussi de transformer nos repas, de faire comprendre bien des choses sur la question de la viande aux parents, et notamment dans les quartiers les plus populaires. Voilà, donc devenir une ville apprenante, c'est parfois partir d'un diagnostic de territoire, poser une question un peu abracadabrantesque, mais à laquelle tout le monde, finalement, peut participer, où personne ne se sent exclu, où personne ne croit ne rien savoir, et puis construire bout à bout, pierre qui roule, cette fois-ci à Masmousse, c'est-à-dire avec des entreprises, avec l'université, des laboratoires de recherche, des instituts, eh bien, le noyau, le réacteur, le noyau dur de ceux qui, enfin, ne se contenteront pas d'attendre ou de délivrer du savoir du haut, mais seront capables d'aller vers ceux qui, précisément, se croient encore aujourd'hui exclus du savoir. Merci à vous tous et à vous toutes, et j'espère ne pas avoir été trop confus, mais comme vous aviez à peu près dit ce que je souhaitais dire, non mais c'est très bon signe. Non, mais c'est très bon signe. C'est qu'au fond, il y a une communauté philosophique de pensée qui est en train de se mobiliser. Et le Festival de l'Apprendre, c'est évidemment un vrai moment pour cela. Merci à vous.